Bonsoir de nouveau. Merci d'être resté ou d'être revenu. Nous allons parler maintenant des cancers génitaux urinaires avec pas mal de nouvelles et dans l'ensemble de bonnes nouvelles à cet ESMO. Et on va essayer de vous expliquer tout ça avec Laurence Albigès et avec Johan Loriot qui sont avec moi. On a décidé, ou ils ont décidé, de commencer par le cancer de la prostate et donc je vais m'y coller. Et essayer de vous résumer un petit peu les principales études présentées à cet ESMO. Alors tout d'abord, et c'est très important en termes de prise en charge de nos patients, la mise à jour de l'étude STAMPEDE, une fois n'est plus que coutume, concernant l'utilisation de l'abiraterone chez les patients atteints de cancer de la prostate d'emblée métastatique. On savait que l'essai était positif depuis 3 ans, depuis l'ASCO 2017. Et là, on a le suivi à long terme. Vous voyez que les courbes se séparent de manière très claire. Il est rare de voir un tel bénéfice chez des patients métastatiques. Clairement, l'abiraterone émerge comme un standard très important dans cette situation. Le hazard ratio est quand même à 0,60, donc 40% de réduction du risque de décès chez ces patients atteints de cancer de la prostate métastatique. Je vous rappelle qu'il y a une AMM en Europe et en France. C'est le cas, et ça aussi c'est très important, chez des patients qui sont considérés comme à haut risque ou haut volume, c'est-à-dire des patients polymétastatiques, osseux ou encore plus rarement viscéraux, mais aussi chez des patients oligométastatiques. Et ça, c'était un débat qui était important avec la chimiothérapie. On s'est longtemps posé la question, on s'aperçoit d'ailleurs que c'est un peu la même histoire pour tout vous dire. Ce qui veut dire que les patients oligométastatiques probablement devraient aussi recevoir de l'abiraterone. Là, on est en situation un peu plus compliquée parce que l'AMM européenne officiellement est restreinte aux patients au risque. Après, vous faites bien sûr éthiquement ce que vous voulez de ces données. Deuxième étude majeure, l'étude Profound qui porte sur l'évaluation de l'olaparib, donc un inhibiteur de PARP, chez des patients atteints de cancer de la prostate métastatique résistants à la castration et pré-traités et en échec d'une hormonothérapie de nouvelle génération, abiraterone ou enzalutamide, et le plus souvent également en échec du docetaxel. Première étude positive, en étude de phase 3 en tout cas, avec un inhibiteur de PARP dans cette situation. Chez des patients sélectionnés comme sur le plan du biomarqueur, comme ayant des altérations de BRCA1, BRCA2 ou ATM. Et on le savait l'an dernier, un bénéfice en survie sans progression a été démontré. On le sait depuis cet ESMO, un bénéfice également en termes de survie globale, alors que la majorité des hommes ont pu recevoir un accès à l'olaparib en termes de crossover, donc un traitement plus précoce permet de jouer sur la survie globale. C'est la première fois qu'on a une démonstration qu'une thérapie ciblée apporte quelque chose dans cette maladie, si j'accepte bien sûr l'hormonothérapie. Deuxième information importante de cette étude, ça n'est pas vrai pour les autres altérations des gènes de réparation de l'ADN. À savoir, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais il y en avait toute une série. Et le bénéfice donc, est essentiellement restreint aux patients BRCA1 et BRCA2. Les patients ATM, honnêtement, n'en bénéficient pas. Et c'est d'ailleurs ce qui a été reconnu par l'Europe, par l'IMA, qui a décidé de donner une AMM uniquement pour les patients BRCA2 et BRCA1. Troisième type d'information chez ces patients qui ont des altérations des gènes de réparation de l'ADN, est-ce que la chimiothérapie est efficace, et y compris une chimiothérapie de deuxième ligne avec le cabazitaxel. L'an dernier, on a eu 2 études au même moment positives dans cette population de patients en échec d'hormonothérapie de nouvelle génération et d'une chimiothérapie par docetaxel. Et du coup, on se demandait si on a accès au cabazitaxel, si on a accès à un inhibiteur de PARP, lequel on choisit. Des données rétrospectives rassurantes concernant l'efficacité du cabazitaxel, au moins en termes de réponse. Bien sûr, on ne peut pas dire en termes de survie globale, faute de bras comparateurs, avec le cabazitaxel chez des patients qui ont des altérations des gènes de réparation de l'ADN, en particulier BRCA2. Et vous voyez de manière très comparable par rapport à des patients qui n'ont pas ces altérations. Donc ça ne répond pas à la question, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour les patients. Ça signifie qu'en attendant les inhibiteurs de PARP, le cabazitaxel reste une option tout à fait raisonnable. Il faudra ensuite qu'on sache si oui ou non ces médicaments sont efficaces quand le premier médicament ne l'est plus.
J'essaie d'avancer vite parce qu'on a plein de choses à vous raconter. Autre étude toute nouvelle qu'on n'avait jamais vue auparavant, l'étude Hypotential 150 avec un médicament qui est l'ipatasertib, un inhibiteur d'AKT en association à la biratérone. Pourquoi? Parce qu'à peu près 40% des patients atteints de cancer de la prostate ont une perte de pitène. Et dans ce cas-là, le ciblage bilatéral à la fois de l'axe du récepteur des androgènes, mais également de l'axe de PI3 kinase, au laboratoire en tout cas, est associé à une efficacité plus importante par rapport au ciblage de l'un ou l'autre de ces deux axes séparément. Une étude de phase 2 randomisée avait montré, ou en tout cas indiqué que probablement c'était vrai chez l'homme. Et là, c'est pour la première fois l'étude de phase 3 qui est montrée. Alors, des résultats, on va dire en mi-teinte. À la fois, l'étude est positive. Vous le voyez ici, les courbes se séparent. Et le petit p est significatif chez les patients qui ont une perte de pitène en faveur de l'association des deux médicaments, mais en mi-teinte parce que le bénéfice est probablement moins important que celui qu'on pouvait espérer à partir des données de phase 2. Puis au bout du compte, c'est quand même uniquement de la PFS, pas de la survie globale. Alors pourquoi? Parce que probablement, à la fois, le biomarqueur n'a peut-être pas été évalué de la meilleure façon. Et il semble que le NGS identifie de manière plus efficace les patients qui ont une perte de pitène. Et puis également parce que les patients n'ont pas reçu suffisamment de médicaments. L'association des deux médicaments entraîne un certain nombre d'effets secondaires et du coup, il y a beaucoup de patients qui ont arrêté le médicament du fait de ces effets secondaires. Donc si on veut poursuivre ce développement, il faut qu'on apprenne à donner ce médicament et qu'on prévienne plus efficacement ces effets secondaires si on veut avoir le bénéfice qui semble y être associé. Karim, quel avenir pour cette combinaison selon toi? Parce qu'en effet, le biomarqueur évalué sur le séquençage est plutôt prometteur, mais c'est vrai que l'étude est stricto sensu et quand même assez décevante. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, on ne peut pas changer a posteriori, bien sûr, le design de l'étude, et donc elle va se poursuivre avec ce même design, et on va regarder quand même la survie globale. Si au bout du compte, la survie globale bouge avec ce biomarqueur, bon, je pense qu'on ira vers une approbation. Enfin, on verra, mais en tout cas, il y a une bonne chance. Si ça n'est pas le cas, c'est évidemment beaucoup plus discutable. Et pour les développements futurs avec ce médicament ou avec d'autres inhibiteurs d'AKT, se pose clairement la question du choix du biomarqueur, sachant qu'il est beaucoup plus difficile, bien sûr, en pratique, de faire un NGS par rapport à un simple immunomarquage. Mais ça reste ouvert, je suis d'accord avec toi. Dernier point, et je serai très bref là-dessus parce qu'on en a parlé lors des phases 1, l'AMG 160 qui cible le PSMA. On attend les résultats d'un ciblage du PSMA, qui est une protéine transmembranaire très fréquemment surexprimée dans le cancer de la prostate, avec un autre médicament qui est le PSMA lutécium, donc un radioisotope. Et là, on a pour la première fois les résultats d'une autre stratégie, un BiTE, donc une immunothérapie qui permet de rapprocher le lymphocyte T sur une cellule tumorale en utilisant le PSMA comme un cheval de Troie. Et on voit clairement une efficacité antitumorale avec ce traitement qui est associé quand même à un certain nombre d'effets secondaires. On en a parlé tout à l'heure, à type de syndrome de relargage des cytokines, mais en tout cas un signal très clair d'efficacité et en plus avec certains patients qui répondent longtemps. Bien sûr, les données sont encore très préliminaires, mais c'est vraiment des toutes premières données. Voilà, je vais passer pour qu'on ne perde pas trop de temps et peut-être te passer la parole, Laurence. Tout à fait. Moi, j'ai peut-être une question pour toi, Karim. Donc, tu nous as montré l'actualisation de Profound et les données en survie. Vraiment, aujourd'hui, en 2020 en France, quel est l'accès à l'olaparib et comment teste-t-on les patients? Alors, pas d'accès à l'heure actuelle en routine en termes d'approbation. On attend la revue, on vient d'avoir tout récemment la revue par l'IMA qui a donné un accord pour BRCA1, BRCA2. On attend que tout ça soit transcrit en droit français dans la MM française et on espère un remboursement. On imagine, on espère que la même décision sera prise concernant BRCA1, BRCA2. Et puis après, il faut savoir sur quel test est-ce qu'on va utiliser. Est-ce que ça sera un test qui sera remboursé par l'assurance maladie? Tout ça est ouvert. Pour le moment, lorsqu'on a l'information, en particulier germinale, d'une altération de BRCA1, BRCA2, je pense que le plus raisonnable est soit de trouver un accès via une ATU, il y a régulièrement des ATU pour les inhibiteurs de PARP, soit utiliser un sel de platine qui semble clairement efficace chez ces patients. Peut-être que les sels de platine sont limiteurs de PARP du pauvre dans cette situation.
Merci Karim. Alors j'enchaîne donc sur le cancer du rein. Donc vous avez vu qu'il y avait eu des actualités en prostate, des sessions présidentielles. Il y en a également eu une dans le cancer du rein importante qui portait sur la première présentation des résultats de l'étude Checkmate 9ER ou 9ER, qui était une étude de combinaison en première ligne évaluant un anti-angiogénique, le cabozantinib, qui est une molécule que nous utilisons beaucoup en deuxième ligne, troisième ligne, et associé à une immunothérapie anti-PD1, le nivolumab. Donc, un doublet immunothérapie plus anti-angiogénique comparé à un de nos anciens traitements standards qui était le sunitinib. Alors, c'est une étude de première ligne et vous savez que nous avons déjà maintenant en France accès en première ligne à l'association axitinib plus pembrolizumab dans toutes les classifications, dans tous les groupes pronostiques, ainsi que accès à l'association nivolumab plus ipilimumab chez les patients intermédiaires et mauvais. Mais donc cette étude vient compléter un petit peu ce paysage. C'est une étude qui est tout à fait positive sur son critère de jugement principal qui était la PFS. Vous voyez qu'on double le temps jusqu'à progression de 8 mois à 16 mois, un hazard ratio qui est autour de 0,5 et une étude qui est également positive en survie avec là encore un hazard ratio tout à fait significatif à 0,6. Les médianes ne sont pas encore atteintes avec le follow-up pour l'instant disponible dans cette étude. Le taux de réponse est clairement en faveur de l'association nivolumab plus cabozantinib, 55,7 versus 27, et un taux de réponse complète qui est de l'ordre de 8% chez les patients qui reçoivent l'association nivo-cabo. Ce qui a été souligné, c'est également le profil de tolérance de cette association. Et là, il faut que je marque un temps d'arrêt pour souligner que le cabo est utilisé à 40 mg dans cette association et non pas 60, qui est la dose qu'on utilise en monothérapie. Et que finalement, les toxicités qu'on voit sont celles qu'on attend avec un anti-angiogénique, sans signal de surtoxicité liée à l'utilisation du cabo en associant avec le nivolumab. Et on le voit notamment sur les échelles de qualité de vie. Donc très clairement, là, on est sur un changement puisque ce sera probablement une association qui sera approuvée. On verra à quelle échéance en France, mais probablement une nouvelle possibilité en première ligne chez nos patients, quelle que soit leur classification pronostique. Et donc cette table, elle est là pour vous montrer les données de la 9ER à côté d'autres données qui sont là, des données de phase 1 également présentées à l'ESMO. C'est l'étude Cosmic 021. Johan a notamment été impliqué puisque cette association Atezo plus Cabo a également été développée dans la vessie. Les grands messages que vous devez retenir, c'est que finalement, toutes ces associations TKI plus immuno permettent d'avoir un taux de réponse qui est de l'ordre de 55%, donc près de 6 patients sur 10 qui ont une réponse objective, et des PFS qui sont maintenant toutes de l'ordre de 15 mois en première intention lorsqu'on traite ces patients avec cette double approche. L'autre élément qu'on regarde et qui est intéressant dans l'étude 9ER, c'est le taux de patients qui ne seront pas répondeurs du tout. Et finalement, avec le cabo qui a un large spectre, nous n'avons que à peu près 6% de nos patients qui ne répondent pas à cette approche. Et je crois que c'est vraiment très porteur d'espoir de se dire qu'en première ligne, on a de moins en moins de patients qui sont réfractaires à nos stratégies. Je voudrais... Juste avant qu'on passe au biomarqueur, la question qu'on te pose en permanence, si tu as accès à ces différents médicaments, comment est-ce que tu choisis idéalement ta première ligne dans le cancer du rein à l'heure actuelle? Donc, TKI plus IO, c'est-à-dire Axi-Pembro, puisque c'est ce qui est disponible actuellement en France, je le réserve aux patients qui sont très symptomatiques et pour lesquels je vais chercher un taux de réponse où je veux absolument éviter un phénomène de progression chez un patient qui a une lésion à risque, une atteinte hépatique sévère. À l'inverse, nivolumab plus ipilimumab, on le sait, et notamment l'actualisation à l'ESMO des données à 48 mois, c'est-à-dire 4 ans de follow-up, un bénéfice qui se tient tout à fait en survie et clairement des patients qui sont mis en rémission prolongée à long terme. C'est près de 10-12% de nos patients. Et ça, c'est une stratégie que j'aime utiliser chez les patients de pronostic intermédiaire et mauvais. Merci beaucoup. Donc, un mot de biomarqueur. L'étude Bionic est une étude qui a été développée en France, qui reposait sur un classifier moléculaire développé par l'équipe de l'HEGP notamment. Je pense que ce qui est intéressant, et je ne rentrerai pas dans le détail, c'est que cette étude teste de façon prospective un biomarqueur et randomise les patients en fonction d'une signature qui était générée sur des données de matériel congelé et puis à terme, on l'espère, sur du matériel en immunohistochimie. Donc c'est vraiment une preuve du concept. C'est également la visibilité de la France dans le développement d'études prospectives biomarqueurs et derrière des randomisations en fonction de ce profiling moléculaire. Donc vraiment des choses qui bougent beaucoup dans le cancer du rein, cabo niveau, nouvelle combinaison et la faisabilité des études biomarqueurs prospectives randomisées. Excellente nouvelle. Merci beaucoup, Laurence. Johan, dans la vessie,
La barre est élevée là. Hein. Est-ce que tu as des choses sympathiques à nous raconter? Ah, oui, toujours, mais l'ESMO était plutôt mitigé vers le froid, je dirais, pour le cancer urothélial cette année. On va le voir essentiellement avec 2 études qui étaient très attendues et qui n'ont pas atteint leur critère ou leur objectif principal. Peut-être pour rappel, en première ligne, le traitement standard jusqu'à très récemment était une chimiothérapie à base de sel de platine. Et 5 grosses études de phase 3 ont évalué différents concepts de combinaisons de chimiothérapie, des combinaisons d'immunothérapie ou des traitements de maintenance. On savait depuis l'ASCO que l'étude Javelin, celle qui évalue l'entretien par avelumab après chimiothérapie, est positive. Et on a eu les résultats des 2 études Danube et l'étude MK361 au cours de cette ESMO. Donc, pour rappel, Javelin, cette étude a démontré une amélioration significative de la survie globale chez les patients traités par de l'avelumab en entretien après une chimiothérapie, après au moins une stabilité. Donc c'est globalement maintenant le standard. Et donc les 2 résultats attendus des 2 études précitées, qui avaient à peu près le même objectif, la même population de patients, avec à chaque fois 3 bras, un bras standard chimiothérapie seule, un bras d'immunothérapie seule, puis un bras de combinaison qui était soit chimiothérapie plus immunothérapie dans l'étude Keynote, soit une combinaison d'immunothérapie dans l'étude Danube. Et on voit en haut que la différence, il existe une différence, mais qui n'est pas statistiquement significative. Donc c'est la déception. On rejoint un peu ce qu'on avait observé avec l'étude mVigor l'année dernière à l'ESMO. Donc parmi les études dont on dispose les résultats, seule l'étude Javelin améliore la survie. Donc le message, c'est que les combinaisons n'améliorent pas la survie. Il faut un traitement séquentiel en première ligne. Par ailleurs, quelle est l'efficacité des monothérapies en première ligne, et en particulier chez les patients exprimant PDL1? Vous voyez là encore qu'il n'y a pas de différence significative entre l'immunothérapie seule et une chimiothérapie, à la fois dans l'étude Keynote 361 ou l'étude Danube. Donc, puisque le traitement séquentiel est le traitement standard, est-ce qu'on peut identifier des patients qui ne tirent pas de bénéfice de cette stratégie? En fait, tous les sous-groupes identifiés a priori au cours de l'élaboration de cette étude tirent bénéfice de l'approche, c'est-à-dire quel que soit le type de chimiothérapie qui était utilisé, le cisplatine ou carboplatine, ou quelle fut la réponse obtenue à la chimiothérapie, réponse complète, réponse partielle ou stabilité. Dispose-t-on de biomarqueurs, puisque c'est une question maintenant assez classique? Eh bien, l'expression de PDL1 est associé à un meilleur bénéfice, mais n'est pas suffisamment discriminant. Donc ni l'expression tumorale, ni l'expression immunitaire de PDL1 ne prédit à soi seul la survie. De même, la charge mutationnelle est associée à un meilleur bénéfice à l'avelumab, mais là encore, il ne prédit pas complètement la survie. De nombreux biomarqueurs au cours de cette étude ont été évalués, à la fois sur l'immunité innée et sur l'immunité adaptative. Ce sont des analyses translationnelles et exploratoires qu'il mérite maintenant de valider sur d'autres cohortes ou au laboratoire. Et on a identifié de potentiels mécanismes de résistance impliquant la voie TGF-bêta, l'angiogénèse ou la voie Notch, associée à la résistance à l'avelumab. Donc on a des essais rationnels pour de futurs essais de combinaison. Dernier mot, peut-être la voie et la classe des anticorps conjugués qui, vous le savez, arrivent en force, y compris dans le cancer urothélial. Donc c'est un traitement de Roquentin, une chimiothérapie recyclée qui s'offre une seconde jeunesse. L'enfortumab vedotin, on sait, il est approuvé déjà aux États-Unis. Et là, le deuxième de la classe, le sacituzumab govitecan, qui cible le TROP2, qui est exprimé dans environ 80 à 90% des cancers urothéliaux et qui transporte avec lui le SN38, donc le dérivé actif de l'irinotecan. Et au cours d'une étude de phase 2, chez des patients préalablement traités par chimiothérapie et immunothérapie, taux de réponse est de 30%. On a 3/4 des patients qui ont une réduction de la taille tumorale et ça soutient finalement le développement d'une étude de phase 3 qui aura lieu, y compris en France, en fin d'année. Bon, voilà pour la vessie. Quand même quelques bonnes nouvelles là dans ce que tu viens de nous montrer. Est-ce que tu peux juste déjà nous rappeler, en termes de disponibilité de ces médicaments, pour ceux qui nous écoutent, ce qu'il en est actuellement en France? Finalement, l'accès est relativement restreint puisque le pembrolizumab est autorisé depuis à peu près 1 an et disponible en seconde ligne chez les patients qui ont une évolution après une chimiothérapie à base de sel de platine. Et il existe depuis juin une ATU pour l'avelumab.
Donc, je le rappelle, hein, des patients qui ont reçu chimiothérapie par carboplatine ou cisplatine, et pour lesquels on obtient au moins une stabilité, et si possible une réponse partielle ou une réponse complète, eh bien on peut demander une ATU d'avelumab chez ces patients. On peut et probablement on doit, étant donné les bénéfices que tu nous montres. Oui, je pense que la différence est suffisamment pertinente et importante pour le justifier, absolument. Concernant les traitements de deuxième ligne, l'enfortumab n'est pas autorisé, n'est pas approuvé non plus en Europe, mais on sait que l'étude de phase 3 est positive. On a eu un communiqué de presse durant l'ESMO, et peut-être que l'année prochaine, nous aurons une bonne surprise concernant cet accès aux médicaments. Sur peut-être dernier mot sur l'inhibiteur de TROP2 dont tu nous as parlé, qu'on a vu également dans les triples négatifs, ton expérience clinique avec ce médicament en termes de maniement? Alors, c'est pas si simple que ça, puisque c'est une administration intraveineuse, un jour 1, jour 8, et puis il y a des toxicités qui sont assez attendues, puisque le SN38, encore une fois, est le dérivé de l'irinotécan. Il y a des diarrhées chez environ 2 tiers des patients, il y a des neutropanies, parfois fébriles dans 10% des cas. Donc, il faut avoir une habitude et être assez vigilant concernant la prise en charge de ces patients, absolument. Okay. Mais avec des données d'efficacité qui ont l'air d'être au rendez-vous. Ces données conduiront peut-être à une approbation, une autorisation aux États-Unis, ce qui est assez probable. Et puis surtout, pour nous, Européens, c'est l'accès à une étude de phase 3 qui évaluera ce médicament chez un plus grand nombre de patients. Ok, mille merci à tous les deux. Quand même un très bel ESMO pour les cancers génito-urinaires. Donc vraiment, encore merci beaucoup. Restez avec nous. On vous garde encore un gros morceau avec les tumeurs thoraciques. À tout de suite.